J'ai l'impression qu'on entend là. D'accord. Voilà, 11h15, 11h20, on va commencer. Rapprochez-vous un petit peu peut-être. Alors on découvre un environnement nouveau toutes les semaines. Là on enlève du mobilier urbain. Je ne sais pas où on va pouvoir aller manifester bientôt puisque le centre-ville nous est interdit sur demande des commerçants qui perdent du chiffre d'affaires, paraît-il, quand on est là. Et puis ici, le chantier va démarrer, donc à un moment donné, on va se retrouver relégué, je ne sais pas, dans le Léguerre. Donc on va quand même commencer. Voilà, donc merci à tous d'être venus une fois de plus. Je vais prendre la bonne page. Voilà, donc ce samedi 16 mars est le 162e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza et la Cisjordanie, parce qu'il ne faut pas oublier que la situation en Cisjordanie est extrêmement critique aussi. Sur la bande de Gaza, donc 30 000 morts au moins, dont environ 13 000 enfants, 70 000 blessés au moins, blessés que l'on est incapable de soigner dignement, correctement, et autrement que dans des souffrances absolues, et qui, pour ceux qui survivront, garderont des séquelles à vie. Si l'on additionne, cela fait donc plus de 100 000 victimes directes des actions militaires d'Israël, et bien sûr, essentiellement des civils. Mais à ces 100 000 civils, on doit ajouter désormais le nombre croissant des victimes de la crise sanitaire aiguë que génère cette guerre totale, menée contre un peuple dont il faut rappeler que c'est un peuple enfermé, des populations totalement enfermées. Faute de soins, puisque le système de santé est quasi totalement effondré. Alors que tout fait défaut, y compris l'eau, et surtout peut-être l'eau. Alors que des populations entières sont contraintes de vivre dans des abris de fortune, dans un désuement quasi total. Dans ces conditions, bien sûr, les pathologies se multiplient et la moindre pathologie dégénère. On en est même, je l'ai entendu à la radio, à évaluer pour les prochaines semaines ou les prochains mois le nombre de décès potentiels à la naissance des bébés à venir. Des bébés et aussi peut-être des mamans. Voilà, on en est dans... C'est la réalité de Gaza aujourd'hui. Et à tout cela s'ajoute aujourd'hui la réalité annoncée de longue date par les ONG engagées sur le terrain et par les organisations de l'ONU. La réalité de la famine qui s'installe et qui a fait ses premières victimes avérées. Alors que, selon ce que disait la directrice adjointe de MSF il y a quelques jours à la radio, alors que jamais par le passé Gaza n'a été confronté à des situations de malnutrition, dénutrition. Michael Fakri, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, s'alarme. Alors j'ouvre les guillemets, citation, « Nous n'avons jamais vu une population civile souffrir de la faim aussi complètement et aussi rapidement. Jamais dans l'histoire moderne. Nous n'avons jamais vu des enfants plongés dans la malnutrition aussi rapidement. Jamais. » Ce qui autorise, dans une déclaration du 5 mars, 7 autres experts des Nations Unies à affirmer, ouvrez les guillemets encore, qu'Israël affame intentionnellement le peuple palestinien de Gaza depuis le mois d'octobre. Alors ceux qui ont assisté parmi vous à la conférence de Thomas Vescovi le 29 février à Lannion ont peut-être en souvenir ce graphique extrêmement parlant qu'il nous avait présenté. Il s'agissait des variations du nombre de camions autorisés par Israël à pénétrer dans Gaza au jour le jour. Et il montrait la corrélation dans ce graphique entre le nombre de camions autorisés ou pas à entrer et l'existence ou pas de négociations. À chaque fois qu'il y avait des négociations, le nombre de camions autorisés, toujours insuffisant, largement insuffisant de toute façon, tombait à presque rien. C'est-à-dire que la vérité est là, elle est terrible, mais Israël utilise la faim comme une arme de guerre. N'oublions pas qu'Israël, puissance occupante au regard du droit international, puissance occupante, et au regard du droit international, ça s'applique aussi à Gaza, puisque Gaza est sous blocus du fait d'Israël.
Israël est à ce titre, au regard du droit international, tenu d'assurer, ouvrez les guillemets, la protection des populations soumises à cette occupation. En clair, Israël doit se charger de l'aide humanitaire et des soins basiques de la population occupée. Or, et c'est le moins qu'on puisse dire, il n'a jamais respecté cette obligation, ne s'est jamais acquitté de ce devoir, et aujourd'hui, moins que jamais. Au contraire, non seulement ces populations sont écrasées sans discernement par les actions militaires menées, mais Israël conteste, combat, et ce depuis toujours, les organisations qui tentent d'apporter aux populations civiles aide et assistance. Et en particulier, la plus importante d'entre elles, l'UNRWA, une des plus anciennes institutions des Nations Unies, créée en 1949 pour se consacrer spécifiquement à la protection des victimes de la Nakba et de leurs descendants, en attendant une solution juste et durable à leur situation. Cette contestation par Israël, ce combat mené par Israël contre l'UNRWA, ont atteint fin février un paroxysme quand, et ce n'est pas un hasard, au moment même où une autre institution onusienne des plus importantes, la Cour internationale de justice, au moment où la CIJ rend un arrêt particulièrement grave, concluant au caractère plausible de la commission par Israël du crime de génocide, et décide en conséquence de mesures conservatoires pour empêcher la commission de ce crime, à ce moment, Israël parvient, avec la complicité empressée de certains États, au premier rang desquels les USA, à détourner l'attention médiatique de cette décision pourtant historique, en lançant l'offensive contre l'UNRWA et en accusant, sans fournir la moindre preuve sérieuse, 13 membres de l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du Hamas. Et puis on a entendu ensuite une série de déclarations disant que, selon l'un, 450 des membres de l'UNRWA seraient affiliés au Hamas, un chiffre qui est passé dans la bouche d'un autre responsable à 1240 et quelques, sans qu'il y ait de documents sérieux à l'appui de ces affirmations. Quand bien même ces accusations contre les 13 membres de l'UNRWA qui auraient participé aux attaques de Hamas le 7 octobre, quand bien même ces accusations seraient fondées, et ça reste encore à prouver, il devrait sauter aux yeux de tous, et particulièrement aux yeux des États qui se sont empressés, d'une façon complètement servile, d'annoncer qu'ils cessaient de financer l'organisation. Il devrait sauter aux yeux qu'il n'y aurait rien, de surprenant dans le contexte de Gaza qui est soumis à blocus par Israël depuis tant et tant d'années, à ce que 12 ou 13 Gazaouis qui travaillaient pour l'UNRWA, sur un total de 13 000 employés, aient été affiliés au Hamas au point de participer à des actions militaires. Cela, en aucun cas, ne remet en cause le travail et la légitimité de l'organisation. D'autant plus que l'UNRWA a immédiatement, très rapidement réagi, malgré l'absence d'éléments de preuve, en annonçant une enquête et en prenant des mesures immédiates pour écarter les personnes incriminées. Mais la réalité, c'est que ça fait plus de 20 ans que les gouvernements israéliens successifs font tout pour délégitimer l'UNRWA auprès de la communauté internationale, en reprochant à l'UNRWA, c'est dit comme ça, d'entretenir, par son travail sur le terrain, d'entretenir le problème des réfugiés. Problème dont Israël aimerait tant se débarrasser, malgré les résolutions de l'ONU successives qui rappellent le droit au retour des réfugiés. Donc, à écouter Israël, ce ne serait pas Israël qui est responsable de la question des réfugiés, qui fait que depuis des générations, depuis des décennies, des générations de Palestiniens vivent dans des camps sans aucune perspective d'avenir, mais que la responsabilité du problème des réfugiés reviendrait à l'institution qui leur permet juste d'avoir une vie un tout petit peu décente, en leur assurant un minimum de droits fondamentaux, droit à la santé, droit au logement, à la scolarisation, etc., etc. Mais quel cynisme et quelle hypocrisie de la part des dirigeants qui font mine, des dirigeants internationaux qui font mine de ne pas voir l'indécence de telles attaques. Donc, selon certains qui ont retiré leur financement immédiatement et sans plus de réflexion, il faudrait accepter la fin de l'UNRWA. Mais heureusement, braves gens, rassurez-vous, on veille au pire. On organise par exemple des largages d'aide humanitaire par avion. Un nombre insignifiant de largages, enfin quelque chose d'insignifiant au regard des besoins.
Des largages que la directrice adjointe de MSF, l'autre jour, qualifiait à la radio de gesticulation totalement inopérante. On annonce aussi du côté des USA, et à grand bruit, la construction d'un port pour accueillir l'aide humanitaire. Un port qui sera disponible au mieux dans 2 mois, alors que c'est aujourd'hui que l'on meurt de faim dans l'enclave de Gaza. Et en précisant que le contrôle des entrées de vivres, ce contrôle sera toujours laissé aux Israéliens, c'est-à-dire à ceux-là même qui organisent aujourd'hui la famine et la crise humanitaire en bloquant les acheminements par route, en refusant l'entrée à des centaines de camions qui attendent à Rafah. On croit rêver devant tant de cynisme, Voilà, je reste poli. Par ailleurs, sur le même plan, vous avez certainement noté l'écho donné dans les médias, encore ce matin, j'entendais, l'écho donné dans nos médias à l'arrivée par mer d'un bateau affrété par une ONG espagnole. Très bien, rien contre l'ONG espagnole. 200 tonnes de vivres qui vont être apportées. On en parle. Mais enfin, c'est une bonne nouvelle. Peut-être. Mais 200 tonnes, si on fait un calcul rapide, c'est, je ne me trompe pas, hein, 5 ou 6 camions. Ou 7, je ne sais pas, ça dépend de la taille des camions, mais 200 tonnes, c'est rien. Alors qu'on nous explique qu'il faudrait un minimum, je crois, de 70 camions par jour, voire plus, qu'il y a des centaines de camions bloqués. Et les médias semblent voir là une espèce de note, de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Enfin, sur ce chapitre de la complaisance, parfois à peine déguisée, je vais vous donner lecture de quelques extraits très intéressants d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères français, très récent, à propos de l'annonce faite par Israël de la construction de nouvelles colonies. C'est un communiqué qui donne, je trouve bien, la mesure du problème. Alors, donc le ministère des Affaires étrangères. La France condamne avec la plus grande fermeté l'annonce de la construction de 3500 nouvelles unités de logement dans les colonies. Décision inacceptable, illégale et décision irresponsable au regard des tensions actuelles. La colonisation des territoires palestiniens, dont les évictions et les démolitions en zone C et à Jérusalem-Est, constituent une violation flagrante du droit international et cette colonisation doit cesser. La France condamne toute mesure qui sape les perspectives d'une solution à 2 États. C'est dans cet esprit que nous avons pris des sanctions. Je poursuis. J'ai mis des points de suspension et tout. Des sanctions à l'égard des colons israéliens extrémistes qui se sont rendus coupables de violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie. C'est pas voilà, bien. Je vais rester poli, mais Ouais. de qui est-ce qu'on se moque hein? Comme si, voilà, on va prendre quelques sanctions contre quelques méchants colons qui ont été désagréables, mais on croit rêver. Alors, Alors donnez ce la ton fessée. martial, cette fermeté implacable et cette annonce de sanctions, excusez-nous, non, c'est pas des sanctions contre Israël, hein, mais contre quels colons donc? Des colons qui n'en ont cure, qui n'en ont rien à faire. Voilà qui va certainement changer le cours de cette triste et lamentable histoire. Et c'est d'autant plus pitoyable ce communiqué-là, qu'on a là le sentiment que la France, une fois de plus, n'a fait qu'emboîter le pas des USA, où Biden, empêtré qu'il est en pleine campagne électorale dans son soutien inconditionnel à Israël, qui pourrait bien lui valoir l'élection, c'est même assez probable maintenant, et Biden donc a cru bon se racheter une bonne conduite auprès de son électorat en annonçant lui aussi le premier des sanctions contre une petite poignée de colons violents. Ou, autrement dit, comment dire que l'on fait quand on continue surtout à ne rien faire? C'est proprement scandaleux. Outre que ça laisse entendre qu'il y a des colons violents, mais aussi des bons colons. Alors qu'on nous dit que quand même la colonie est illégale et bref. Cette complicité honteuse avec un État dont, si on reste gentil, voilà, je baise mes mots, un nombre croissant d'observateurs s'accordent à reconnaître la dérive avérée vers le fascisme, le suprémacisme. Cette complicité, qu'elle relève du cynisme, c'est-à-dire, en fait, on a choisi son camp, mais on ne peut pas le dire ouvertement, ou qu'elle relève de la veulerie, parce qu'on n'ose pas s'affronter à un allié qu'on a laissé devenir trop puissant,
incontournable, comme nous avait dit la précédente députée un jour ici à Lannion, c'est un partenaire incontournable. Ou tout simplement parce qu'on a peur de prêter le flanc à un lobby toujours prompt à dégainer l'accusation infamante de l'antisémitisme. Donc cette complicité, qu'elle relève du cynisme ou de la trouille, elle doit cesser immédiatement. Pas très facile ça. Nos dirigeants ne peuvent plus faire mine d'ignorer ce qui est en train de se passer sous nos yeux, sous les yeux du monde entier, en Palestine. Nettoyage ethnique, crimes de guerre, génocide. Alors nous, citoyens de la circonscription, de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor, en Trégor, nous interpellons solennellement M. Botorel, notre député, élu dans cette circonscription, et qui plus est, soutient revendiqué, affiché du pouvoir en place. Et nous lui demandons, une fois de plus, qu'il se joigne à l'initiative de plus de 70 députés pour une résolution transpartisane demandant que la France traduise Israël et ses dirigeants devant la CPI, la Cour internationale de justice. Alors cette motion, si elle était votée, il n'y a pas assez actuellement de députés encore pour qu'elle soit votée. C'est pour ça qu'on demande à Botorel de se joindre à eux. Cette motion, si elle était votée, n'aurait aucun pouvoir contraignant pour le gouvernement, mais elle aurait au moins l'immense mérite d'occasionner un débat national, comme on en a eu sur l'Ukraine. Sur Israël, il n'y a jamais de débat national. Donc l'immense mérite d'occasionner un débat national et de contraindre les forces politiques de ce pays à se positionner clairement et à expliquer aux citoyens ce qui empêche la France d'agir en accord avec sa ligne officielle, avec les propos extrêmement fermes qu'elle tient, dès lors qu'Israël est en cause. Et si M. Botorel se refuse à souscrire à cette exigence, enfin, nous on juge que c'est une exigence démocratique de transparence, si M. Botorel a de bonnes raisons pour ne pas y souscrire, mais qu'il s'en explique. Or, notre courrier lettre ouverte qu'on vous a lu la semaine dernière, a été expédié il y a pratiquement 15 jours. Nous n'avons pas eu le moindre accusé de réception, pas le moindre réponse, mais pas même un accusé de réception. On nous ignore totalement. Claire Terren, notre présidente, que j'ai oublié d'excuser, sont aujourd'hui, a appelé en début de semaine, elle a eu la secrétaire de M. Botorel qui lui a dit si, ça a bien été transmis. Mais c'est pas un accusé de réception, ça. C'est le silence total. Donc on trouve ça assez scandaleux et donc on a préparé une pétition qu'on va vous demander de signer tout à l'heure. Pétition donc sous forme papier là tout de suite et sinon qui devrait être disponible en ligne sur notre site Palestine Solidarité Trégor. On trouve notre site, le site de la FPS Trégor. Demandons à M. Botorel de réagir et à minima de nous faire savoir pourquoi il refuse cette initiative, de s'expliquer. Voilà. Donc voilà la pétition. Alors elle sera disponible, donc elle est disponible sur le site. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est un peu plus spécialiste que moi, je l'ai mise en ligne. Mais quand je suis allé vérifier, je ne vois pas où est le bouton pour signer la pétition en ligne. Donc si quelqu'un a déjà eu l'expérience, je suis preneur d'un conseil. Je ne comprends pas trop, c'est sur change.org. Voilà. En attendant, on a le papier. Voilà, donc quelques infos et réflexions supplémentaires après tout ça. Après le massacre de la semaine dernière, à l'occasion d'une distribution alimentaire, on a parlé ces jours-ci d'un nouveau drame lors d'une distribution de farine. Vous avez entendu ça. Et là, comme d'habitude, Israël se dédouane de toute responsabilité, mais sans fournir le moindre élément. Et comme d'habitude, Israël annonce une enquête, mais une enquête interne. Surtout pas d'enquête internationale, surtout pas d'observateur international. C'est l'habitude. Alors que la presse est interdite sur la zone par Israël et que, il faut rappeler ce chiffre aussi, plus de 100 journalistes sont morts depuis le début, depuis octobre. Des journalistes palestiniens qui eux sont déjà sur place. Donc on est loin de la transparence. Et tout ça, ça rappelle, ce sont les façons de faire d'Israël. Hein. On a déjà eu l'occasion de rappeler il y a quelques rassemblements, je me rappelle, comment Israël a réagi à l'assassinat de Shirin Abu Akleh, journaliste palestinienne, palestino-américaine, assassinée d'une balle en pleine tête,
pendant des semaines, Israël a affirmé que c'était une balle palestinienne, jusqu'à finalement devoir reconnaître que c'était une balle israélienne, mais que ce n'était qu'un accident, etc., en contredisant tous les témoignages sur place. J'ai vu dans le même ordre d'idée, j'ai vu, je vais le mettre en ligne aussi, si ça vous intéresse, sur le site de l'FPS, un film de la réalisatrice israélienne Simone Bitton qui rappelle, franco-israélienne, qui rappelle la mort de Rachel Corrie, une jeune militante américaine en 2003. Et le film démontre un petit peu le fonctionnement d'Israël dans ce genre de situation, c'est-à-dire des commissions d'enquête militaires, exclusivement militaires, aucun élément de preuve n'est fourni, tout ça pour dire au bout du compte que l'armée israélienne ne peut en aucun cas être en faute. Hein, voilà. Donc un film très intéressant à voir, qui est diffusé libre de droit en ce moment. Malheureusement, les sous-titres sont disponibles seulement en anglais. Voilà. Sinon, quelques points autrement, des choses importantes, très importantes pour nous. Le jugement de la Cour d'appel de Paris, intervenu cette semaine, qui est une claque pour le gouvernement français, pour tous les gouvernements français, parce que c'est une histoire qui date depuis 13 ans. Hein. Donc c'est pas seulement le gouvernement Macron, hein, le gouvernement socialiste d'avant aussi. Hein. Une claque pour les gouvernements français qui ont continué de vouloir criminaliser les appels au boycott d'Israël. La Cour européenne des droits de l'homme avait déjà invalidé cette décision. Donc il y a eu de nouveaux appels et re-appels, et la Cour d'appel de Paris a donné raison aux plaignants, c'est-à-dire que les personnes qui avaient été condamnées il y a 13 ans sont relaxées. C'est une décision qui dit clairement ce qu'on dit depuis toujours. Le boycott est légal, qu'il s'agisse d'Israël ou de tout autre pays. D'accord ? Voilà, donc on peut y aller. On a on a refait quelques listes de produits à boycotter. Je pense que il faut qu'on reparte sur ces histoires de boycott. Petite information intéressante aussi qu'on a eue cette semaine, niveau local si on veut, le Conseil régional de Bretagne a voté une enveloppe, je crois, de 150 000 euros, une subvention de 150 000 euros à qui ? À l'entreprise Thales. Petite entreprise en difficulté qu'il fallait soutenir absolument, parce que sinon ils allaient mettre la clé sous la porte probablement, parce qu'ils vont créer quelques emplois en Bretagne. 150 000 euros, on n'a pas mieux à faire avec l'argent public. Or Thales est impliqué jusqu'au cou dans les relations et les partenariats avec Israël. Vraiment jusqu'au cou, on est plus dans le militaire. Donc c'est proprement scandaleux que la région verse 150 000 euros d'argent public à cette entreprise. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore Ah oui, vous avez aussi entendu parler de cet incident à Sciences Po, qui en dit long aussi sur la façon dont on traite toutes ces affaires-là. Hein. Si vous n'avez pas entendu parler de l'affaire, un colloque organisé à Sciences Po par des étudiants pour dénoncer ce qui se passe à Gaza et en Palestine, et puis quelques étudiants, et dont particulièrement une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France, qui est un syndicat étudiant bien connu pour être une courroie de transmission d'Israël au sein du monde étudiant, qui est empêchée d'entrer parce qu'elle est connue, et qui ensuite porte plainte pour des propos antisémites, qu'elle n'a pas elle-même entendu, mais qu'elle a entendu, etc. Aucun élément de preuve une fois de plus. Immédiatement et dans la foulée, le président Macron se fend d'une déclaration, je crois, en Conseil des ministres, disant qu'il était choqué au plus haut point. Mais choqué de quoi, on n'en sait rien. La ministre des Universités, entendue sur France Inter le lendemain, reconnaissait qu'effectivement, il fallait qu'il y ait une enquête, que la justice dirait ce qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'en fait, on n'en sait strictement rien. Mais tout en disant ça, elle disait quand même qu'elle continuait de condamner. Et aucun journaliste lui a dit, mais enfin, vous condamnez quoi ? Vous condamnez quelque chose dont on ne sait pas si ça s'est passé. Et à ce propos, on m'a envoyé hier une tribune qui est parue dans Mediapart et qu'il faut lire, pas dans Mediapart, sur le blog de Mediapart, une tribune signée d'une trentaine ou une quarantaine d'étudiants juifs, disant qu'ils étaient choqués par le traitement de cette affaire, qu'eux-mêmes étaient dans la salle, en soutien à Gaza, en soutien à la Palestine, qu'ils y ont pris la parole, etc., et qu'ils refusent totalement que l'Union des étudiants juifs français parle en leur nom et instrumentalise ce genre de choses
dans le sens de l'intérêt d'Israël. Voilà donc des éléments comme ça. Mais le traitement de... Voilà, on fait toujours face au même traitement de l'information. Guillaume Erner, journaliste bien connu et chroniqueur sur France Culture, s'est fendu d'un petit mot en disant oui, alors apparemment, on n'aurait pas dit sale juif, mais on a dit antisioniste, ce qui est une autre façon de dire méchant juif. Voilà le genre de réaction qu'on a de la part d'un gars qui est un journaliste de haut niveau, qui tient une chronique, une tranche entière sur France Culture. Voilà, bon, de quoi s'indigner toujours, malheureusement. Encore un mot pour dire que l'AFPS relance un appel à dons pour Gaza, qui sont des dons qui sont envoyés par le biais de l'AFPS nationale à des organisations qui œuvrent directement à Gaza. Alors, on peut passer par nous, il y a une boîte à dons là si vous avez quelques sous en poche. Sinon, on a mis en ligne aussi sur le site de l'AFPS Trégor un bouton qui fonctionne, celui-là, pour accéder au site sur lequel on peut choisir de faire un versement ou des versements réguliers, etc., etc. Donc, on va faire une petite quête. N'oubliez pas la pétition comme avant de partir. Et puis, notre pétition à M. Botorel, les dons. Et puis, pour dire autrement qu'on se donne rendez-vous, malheureusement, parce que les nouvelles sont quand même mauvaises. Voilà, vous avez entendu, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on vient d'apprendre aussi hier que, comment s'appelle-t-il, notre ami Netanyahou, hier a validé le plan préparé par les militaires pour une attaque à Rafah. Alors que hier, dans un bulletin d'information, j'entendais parler d'une avancée dans une possible trêve. Immédiatement après, on entend ça. En fait, le plan d'attaque de Rafah est validé. Et voilà, c'est la catastrophe annoncée encore plus que maintenant. Donc, on n'est pas prêt d'arrêter de se mobiliser. La semaine prochaine, on ne se mobilisera pas en tant qu'AFPS seulement, on prendra part au rassemblement qui est organisé par alors je vais encore oublier le nom exact, la coordination antiracisme. Collectif antiracisme Trégor Guello. Voilà, collectif antiracisme Trégor Guello, dont l'AFPS est membre. Donc on est logique, peut-être on dira un mot sur la Palestine à ce moment-là, mais je crois que c'est le même heure, samedi prochain. Où ça? Où ça? Nous avons, la CATG a fait une demande pour la mairie, donc, mais nous attendons les résultats comme d'habitude. Alors, oui, la CATG est composée d'une trentaine d'organisations syndicales, politiques et associatives en soutien aux migrants et contre le racisme. Et je voulais dire aussi que jeudi soir, à côté, à Sainte-Anne, il y a une conférence avec Erwan Chartier. Le Floch, directeur et rédacteur en chef du POER, qui a écrit un bouquin sur l'affaire de Calac et aussi sur son travail de journaliste, parce qu'il a été agressé par l'extrême droite française, oui, n'importe, l'extrême droite et l'ultra droite. Et bretonne. Ce soir, tu viens? Comment? Et donc à 20h, donc on commencera à 20h parce que ça se termine à 22h30. Donc jeudi à 20h, dédicacera aussi son livre Calac en Bretagne, sur l'affaire Calac. Oui, merci. Voilà, alors pétition. Signé avant de partir, on a déjà bien lancé la pétition, puis on va essayer de la faire signer. On va marcher la boîte avec nous. Oui, c'est ça. Je ne savais pas qui vous étiez en fait.